C'est reparti pour une autre semaine, mesdames, messieurs. Merci d'être encore des nôtres. Merci et toujours. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis, hein. Nous sommes évidemment heureux de votre fidélité, de l'accompagnement que vous faites, de ce que nous sommes nous aussi en train de faire pour l'ensemble de la communauté. Tous les soirs ici, du lundi au vendredi, on échange, on parle de la vie de la nation, on essaie de voir si nous avons des points d'accord ou de désaccord. On s'en contente parce que c'est cela la démocratie. Merci et toujours d'être avec nous. Notre équipe est bel et bien là. Christelle, je suis à vos côtés pour repartir jusqu'au vendredi. Bonsoir André, heureuse de vous retrouver. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, autant que faire se peut, on essaiera du lundi jusqu'au vendredi de vous fournir des émissions de qualité. Notre plateau est 7 ce soir avec Herman Aboua. Bonsoir Herman. Élisée Boloubeux, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir à tous et à toutes. Daouda Koulibaly, bonsoir Daouda. Bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Bonsoir à vous tous, chers amis. Je voulais saluer, on a de grands fans à San Pedro. Oui, allez-y. Ils sont trop la réconciliation. Je les salue là-bas. Voilà. Eh bien, on salue les fans de San Pedro. De San Pedro. Et aussi les fans et de aussi l'intérieur du pays. pays. Nous en avons beaucoup. Voilà. Nous savons que vous êtes très, très nombreux à utiliser notre émission pour vous informer sur comment va la nation. Eh bien, cela nous fait plaisir. Puis Herman était avec vous ce week-end Ouais, il était à San Pedro. Ça a été un week-end bon moment. Pour un bronzage, voilà. Allez, notre plateau est 7, on y va. Eh bien, Christelle, nous ne commencerons pas par recevoir Camille Makosso, le pasteur, évidemment, qui nous rejoindra à 20h. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en ce moment, l'Église et ses chantres se posent toute une série de questions et c'est le Burida qui doit arbitrer tout ça. On en parlera avec lui. Mais avant, intéressons-nous à l'actualité politique de notre pays. C'est une rencontre qu'on attendait, c'est la deuxième du genre, mais la première en tant que président du PDCI-RDA, la première de Tidjane Thiam et du président Alassane Ouattara. Eh bien, cela va faire l'objet de notre analyse, de notre décryptage, Christelle. Exactement, André. La rencontre a eu lieu ce jour, une rencontre sanctionnée par un communiqué conjoint. Nous allons avec nos différents chroniqueurs, nos amis, et tirer donc cette affaire-là, en parler, décrypter, pour comprendre un peu les différentes analyses qu'on pourrait tirer de cette rencontre. Mais avant, cet élément, on regarde et on décrypte après. Le président Thiam, que je connais, est donc le président élu du PDCI-RDA. Et je pense qu'il va beaucoup apporter à ce parti. Et nous avons donc échangé sur notre vision du pays, faire en sorte que ce pays continue dans la paix et que les choses se déroulent conformément à la vision commune que nous avons de la démocratie et de la paix pour la Côte d'Ivoire. Le président Thiam nous a également informé de la décision de la famille du président Henri Konan Bédié et du PDCI de la période des obsèques de feu le président Henri Konan Bédié, mon aîné. Et la date, je crois, est fixée du 20 mai au 2 juin de cette année. Le président honoraire Kopi Boni a tenu à présenter au président de la République le nouveau président élu du PDCI que je suis. Et nous avons échangé, je suis venu présenter mes respects au président, mais aussi le saluer en tant que frère aîné qu'il a toujours été pour moi. Comme il a dit, nous le connaissons depuis des années, et solliciter une nouvelle fois ses conseils et ses avis dans la tâche qui m'est confiée à la tête d'un parti où lui-même a été, comme il vient de rappeler, le numéro 2. La philosophie commune du président Ouattara, du président Houphouët-Boigny, du président Bédié, c'est la paix et le dialogue dans ce pays. Donc j'ai tenu à l'assurer de ma disponibilité pour l'aider dans la tâche qui est la sienne et continuer à assurer le progrès de la Côte d'Ivoire après tous les progrès réalisés sous sa conduite. Voilà, donc communiqué, donc élément qui retraçait un peu la rencontre et le communiqué conjoint qui a sanctionné donc cette audience. Messieurs, comment analysez-vous tout ceci, André? On va décrypter avec nos amis. Commençons Absolument. par Daouda.
Quelles sont vos observations donc au sortir de ce communiqué conjoint, Daouda? Merci beaucoup, Christelle. Déjà, ce que je constate, c'est que j'ai vu un Tidiane Thiam et le président, vraiment, c'était dans une ambiance bon enfant. Au-delà de tout cela, j'ai vu un opposant politique élégant. Parce que depuis l'arrivée de Tidiane Thiam sur le terrain politique en Côte d'Ivoire, il n'a pas eu un discours plus haut que l'autre. Donc son discours était toujours modéré et j'estime que c'était très, très important. Et puis bon, je vais dire sûrement que c'est à cause du contexte que tout ça arrive. Quand on sait qu'il va voir le président pour lui annoncer qu'on appelle ça, comment est-ce que l'organisation des obsèques du président de l'ex-président Arikona Bédié va se produire, j'avoue que bon, c'est très bien. Pour une première rencontre, vraiment, c'était élégant, c'était beau à voir. Et on aimerait voir ce genre de rencontre-là entre la classe politique sans qu'il y ait d'autres choses après, quoi, en fait. En tout cas, moi, je ne juge pas grand-chose de ce qui sort de ça. En fait. Si, vous jugez que ça s'est fait d'un esprit apaisé. C'est déjà élégante, pas mal. pardon. Voilà. Très bien. Herman, comment vous observez et vous dites ces premiers véritables pas de Tidiane Thiam dans, on va dire, dans l'arène républicaine, puisqu'il rencontre quand même le chef de l'État? Bon, moi, je pense que pour moi, cette rencontre-là, il y a trois caractères que cette rencontre revêt. D'abord, il y a une certaine bienséance. Et tout à l'heure, Daouda a parlé d'une certaine élégance. Qu'est-ce qui caractérise cette élégance? On l'a vu, il s'est plus ou moins incliné pour saluer le président de la République. Et puis, il y a le caractère aussi républicain. C'est-à-dire qu'il va... le président honoraire va le présenter, le PDCI, c'est un grand parti politique, va le présenter au président de la République en fonction. Il y a cet aspect-là. Mais l'aspect politique, c'est ça que... On a vu que les deux leaders ont rappelé les bonnes familiarités dans le PDCI. Ouattara même a rappelé qu'il a été numéro 2 du RHDP et du PDCRDA. Donc il tient à ce parti-là. Et on a vu, moi, quand je suis sorti de là, je me dis, bon, la porte d'une alliance autour d'une campagne électorale n'est pas totalement fermée. Vous n'allez pas trop vite là? Non, je ne vais pas trop vite, parce qu'ils sont revenus sur une vision commune. Ça, on le dit, quand on regardait même les personnalités avec lesquelles le président Ouattara se met pour recevoir la délégation du PDCRDA, moi, je pense que la scène politique ivoirienne, il y a tellement de surprises. Je ne serais pas étonné. Et c'est pourquoi la question même que je me pose dans ce schéma-là, si jamais on se retrouve à un deuxième tour entre Gbagbo et, je dis n'importe quoi, et Ouattara, je veux bien savoir où est-ce que le PDCRDA ira voter. Et donc, je ne fais pas tout. Élisée Boloube, est-ce que vous allez sur le chemin de l'élégance, voilà, cette bienséance qui se dénote de cette rencontre-là? Et si oui, est-ce qu'il y aurait d'autres éléments que vous pouvez donc ajouter à vos observations? Bon, déjà, moi, je voudrais qu'on parte sur l'observation d'il y a des différentes délégations. Quand vous regardez la délégation de Thiam, bien évidemment, c'est une délégation totalement politique. Oui. Parce que c'est un parti politique qui va présenter son président au chef de l'État. Mais ce qu'on ne comprend pas, bon, je ne dirais pas qu'on ne comprend pas, mais ce qui semble pour moi un peu plus curieux, c'est quand on regarde la délégation au niveau du président de la République. Qu'est-ce qui vous étonne dans cette délégation? Mais là, on a le président du directoire du RHDP, on a le secrétaire exécutif du RHDP. Celui, pour moi, qui devient administratif dans cette délégation, c'est le directeur de cabinet du président de la République. Sinon, pratiquement, tous ceux qui sont autour sont politiques. Ça veut dire vraiment du RHDP. Ouais. Donc, on a l'impression qu'au-delà de la... membre du directoire, non? Je n'ai pas entendu. Il est aussi membre voilà, du directoire. Il est aussi, en tant que directeur de cabinet, mais en même temps membre du directoire. Donc, quand on regarde, on se dit qu'au-delà de la symbolique politique, pardon, de la symbolique, je dirais, administrative, c'est-à-dire de présentation du candidat du parti, du fait qu'on doit organiser les élections du président Bédié, il y a pour moi quelque chose de politique qui forcément se prépare. Mais est-ce que ce n'est pas très normal qu'il soit accompagné de cette délégation quand on sait qu'un président, lui, sera présenté du parti, on va dire, plus en vogue de l'opposition? Oui, mais on nous parle, allons sur le volet, l'un des volets déjà des interventions. Quand on va sur le volet organisation cérémonielle, c'est-à-dire des obsèques du président de l'ex-président Henri Konan Bédié, on est vraiment, je dis, dans une dynamique d'un hommage national. Donc,
les acteurs qui sont censés prendre part dans l'hommage national sont ceux qui devaient être là. J'aurais compris, par exemple, qu'il y ait un membre du gouvernement, notamment le Premier ministre, parce que quelque part, l'État de Côte d'Ivoire doit endosser sa responsabilité pour ce qui concerne, je veux dire, l'opérationnalité des obsèques. Donc, le Premier ministre étant à côté, et puis peut-être un membre du gouvernement qui vient dans le protocole. Mais là, quand je regarde, je me dis, forcément, il y a quelque chose de politique derrière. Il y a quelque chose de politique. Et quand Élysée dit ça, Marius, je me tourne vers vous, parce que, rappelez-vous, la semaine dernière, nous avions des débats ici sur, par exemple, la place de quelqu'un comme le nouveau secrétaire en chef, exécutif en chef du PDCI, qui n'est pas là. Est-ce que, justement, quand on analyse la présence des uns et des autres, et que lui n'est pas là, est-ce que, quand même, on peut commencer à s'interroger sur, c'est Daouda qui disait, sur le coffre qu'il a dans cette nouvelle organisation du parti, par exemple? Non, mais ne vous fiez pas simplement à l'absence du secrétaire. Moi, je vous pose la question, donnez-moi une réponse. Non, ne nous fions pas à l'absence. Je pense qu'en décidant d'aller avec cet ténor du parti, j'allais dire soixantenaire. Oui, parce que ça ne fait pas très renouvelé, hein, l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'autre ancien ministre, Cocotré, c'est vrai qu'il est directeur de cabinet, plus le président Honoré, excusez-moi, ce n'est pas le nouveau PDCI, quoi. Non, le PDCI, de toutes les façons, que vous prenez le PDCI, vous prenez le RHDP, vous prenez le PPACI, tous étaient au PDCI. Par le passé, nous étions dans un parti unique. Et à l'époque, on ne parlait donc pas de divergence de point de vue politique. Il y avait des divergences de point de vue politique, mais on parlait que d'un seul parti. Plus tard, le RDR est parti du PDCI pour devenir aujourd'hui le RHDP en récupérant en son sein d'autres acteurs non moins importants du PDCI-RDA. Bref, la rencontre entre le président Tidiane Thiam et le président Ouattara est très symbolique. Je l'ai dit sur ce plateau, cela dénote un tant soit peu de la bonne connaissance ou d'une expression véritable de sa connaissance du terrain politique ivoirien. Il n'a jamais eu de propos de trop. Et d'ailleurs, le président Ouattara l'a si bien au président Thiam en lui disant qu'il le connaît très bien, il partage les mêmes visions politiques sur la démocratie. Et donc, il est fort probable, comme l'a dit Herman, que nous ne soyons pas étonnés que demain, eh bien, nous soyons appelés donc, à assister à une alliance entre ces deux partis. Et bien évidemment, la rencontre entre le président Tidiane Thiam et les propos qui sont tenus à l'issue de cette rencontre démontrent, c'est ce que nous attendons d'ailleurs de nos politiques. Il faut tourner le dos au discours incendiaire. Il faut tourner le dos au discours guerrier. La Côte d'Ivoire n'est plus à cette étape-là. Aujourd'hui, nous voulons justement une politique saine où la République est placée au cœur de toutes les préoccupations. Pour accéder au pouvoir, on choisit un candidat dans le cercle politique et au sein du cercle politique, on propose des offres politiques aux populations qui ne sont autres que les électeurs. Et c'est ces populations qui décideront de qui doit présider aux destinées du pays. Très bien. Parfait. Alors, quand on a dit ça, au-delà de l'élégance ou d'un procédé de bonne manière, est-ce qu'on pourrait ressortir, vous avez parlé de l'aspect politique, de façon concrète. Pensez-vous à une alliance? Le PDCI pourrait-il tourner le dos au PPACI? On sait qu'ils étaient alliés pour les élections passées. Est-ce que vous pensez qu'on aurait un revirement à 360 degrés, Herman? Non, déjà, pour un bon observateur de la politique, on sait plus ou moins aujourd'hui que l'alliance PPACI et PPACI-RDA, ce n'est pas une alliance idéologique. On va dire partenariat. C'est un partenariat, et même il le dit souvent, les thèmes. Donc, on sait que ça peut, d'un jour à l'autre, ça peut venir. Mais prenons même les thèmes de Tidiane Thiam. Il dit qu'il compte avoir des conseils pour sa mission à la tête du PDCI. Il vient dire ça à un président de la République qui est lui-même président de partis politiques. Comment est-ce que vous jugez cela? Mais c'est tout dit. Moi, je vais te donner des conseils par rapport à ta stratégie pour peut-être nous battre après. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont une vision commune, ils l'ont rappelé. Et ça ne va pas m'étonner, je reste encore là-dessus. Vous pensez à la stratégie? À la stratégie, ça c'est vraiment une stratégie. Tidiane Thiam peut-être prépare sa base, parce que ne soyez pas étonnés, demain, on peut être encore ensemble.
D'accord. Non, mais quand il dit ça, justement, attends, Daouda. Tidiane Thiam et Alassane Ouattara ne sont plus adversaires politiques, Daouda? Non, mais je pense que, sûrement que Herman pense que nous sommes dans un monde de bisounours. Non, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Ça, c'est juste des... comment on appelle ça? Un échange de bons procédés. De bons procédés. C'est le jeu politique. L'amabilité, on discute simplement entre nous. Oui, je demande des conseils parce que n'oublie pas, Herman, du moment où Alassane était deuxième homme fort de du PDCI, ben, sûrement en son temps, peut-être que Tidiane appelait encore Alassane Ouattara tonton. Donc, par respect pour cela, il lui rend ce respect-là. Mais ça ne veut pas dire qu'au moment de lui porter le coup de grâce, il ne lui portera pas le coup de grâce. Comment est-ce que vous réagissez mais mon à cela, analyse, je suis allé même un peu plus loin que cela. J'ai parlé, même j'ai donné une illustration de la scène du deuxième tour, par exemple. Devant ce choix-là, Tidiane Thiam fait quel choix? Et aujourd'hui, on est tous d'accord avec ce qu'il y a. Comme vous dites, c'était son grand frère, son aîné, il le dit, tout ça. Mais c'est toute cette familiarité-là qui permet aux leaders de prendre une décision. Et puis même la scène politique. Quand on veut mordre dans la scène politique, il y a des mots qu'on ne dit pas. Tu ne vas pas les dire à un responsable d'un parti politique que lui, tu attends des conseils pour t'aider dans ta mission. Pour vous, c'était déplacé qu'il le dit. Non, ce n'est pas déplacé. Je veux lui dire que c'est stratégique. Tidiane Thiam, il a commencé sa communication où? En Côte d'Ivoire. Au niveau de l'audiovisuel cherché. Vous allez comprendre. Quand j'ai vu ça, il dit, ça, même si au sein du RHDP, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ça, ça veut dire qu'il y en a qui sont ouverts et dans les coulisses, travailler à ce que Tidiane Thiam soit peut-être une touche que... Une alternative. Une alternative sur laquelle le président Ouattara puisse s'appuyer. Non, en fait... on passe à l'Élysée. Voilà. Ce que j'aimerais juste dire pour clore ce sujet vis-à-vis de toi, c'est que techniquement, moi, je me dis une chose. Je pense que le PDCI a longtemps cherché à reconquérir le pouvoir d'État. Et quand on regarde, quand on analyse la politique nationale de façon simple et claire, on se rend compte que le PDCI est au seuil de la porte du palais présidentiel. Je ne pense pas qu'ils vont laisser cette chance-là qu'ils ont laissée une fois à cause du troisième pont qui valait à lui seul un deuxième mandat. Je ne pense pas que le PDCI aujourd'hui, on a reçu un membre du PDCI ici qui a dit l'opposition, c'est très dur. Je ne pense pas qu'ils ont envie de revivre ça. Et même s'il y a deuxième tour, je ne pense pas que le PDCI donnera sa voix au RHDP au vu de ce qui s'est passé entre les deux partis, au vu de ce qui s'est passé entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié de son vivant. Merci. Très bien. Herman, atterrissez rapidement et qu'on va permettre à Élysée... Moi, je voulais seulement dire à Daouda, je ne suis même pas contre parce qu'un parti politique, son ambition, c'est d'avoir la magistrature suprême. Le PDCI, depuis 1999, montre toujours son envie de revenir aux affaires. Donc ça, c'est sûr. Donc forcément, ce parti-là pose des pas qui puissent l'amener à cela. Ce que je dis, lorsque toutes les options sont épuisées, comment est-ce qu'on redescend sur ses pattes? On aura la question peut-être avec Élysée. Voilà. Bonne question. Élysée, comment est-ce que vous réagissez à tout ceci? Herman estime qu'il pourrait y avoir un deal entre les deux parties au vu de ce que nous observons dans ce communiqué, dans cette rencontre. Et Daouda dit non, le PDCI n'est pas prêt. L'opposition étant dure, ils vont forcément aller franco à la bataille de 2025. Et il faut rajouter juste, parce que quand j'entends Herman, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, il y a quand même une alliance, en tout cas il y a un accord avec le PPACI qui n'est pas rompu. Donc dans tout ça, entre les analyses d'Herman qui se projette lui plutôt vers l'avenir au regard de ce qui a été dit et l'existence de cet accord et la réalité du PDCI qui est depuis 25 ans hors du pouvoir, comme il dit, même s'il y a eu la parenthèse RHDP, quel est votre avis dans tout ça, Élysée? Déjà, moi, la première chose que je veux dire, et ça c'est pour rebondir un peu sur ce que Daouda a dit, pour avoir observé un peu la scène politique, sinon, surtout sur les 3 dernières décennies, il ne faut jamais dire jamais. Avec les hommes politiques ivoiriens, il ne faut jamais dire jamais. Ce que tu peux penser être irréalisable peut se réaliser. Et nous en avons vu. Aujourd'hui, ils sont tous unanimes à reconnaître que, de toute façon, la question d'idéologie n'existe quasiment plus sur la scène politique. C'est-à-dire qu'on s'allie en fonction des objectifs du moment, en fonction d'un intérêt qu'on veut avoir. Donc, sur cette base-là, tout est possible en politique en Côte d'Ivoire. Ça, en tout cas, je veux dire que la scène politique des 3 décennies nous l'ont prouvé. Deuxièmement, je crois qu'il y a quelque chose peut-être que beaucoup de personnes ne savent pas. L'histoire du PDCI aujourd'hui est en train de changer d'une manière ou d'une autre. Je dis que c'est le fait de la nature, parce que là, il y a eu le décès de leur président qui était là, qui est parti. Mais quand vous prenez aujourd'hui la nouvelle ossature, montée même par le président Thiam, vous voyez qu'il y a l'émergence de nouveaux leaders au sein du PDCI, qui ne sont forcément pas ceux-là qui constituaient l'aile dure qui entourait le président Bédié en son temps, et donc qui étaient vraiment hermétiques vis-à-vis de certaines propositions qui étaient faites au niveau du RHDP. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement,
Ne perdons pas de vue que M. Tidiane Thiam, le président Tidiane Thiam et le président Ouattara ont beaucoup d'éléments en commun, notamment les carnets d'adresse. Ils ont beaucoup de connaissances en commun. Ils ont un monde qu'ils ont côtoyé, le monde de la finance et le monde de l'économie, qu'ils ont côtoyé et où ils ont beaucoup d'amitié. Ils ont aussi, même au niveau des autorités à l'extérieur, des autorités qu'ils ont en commun comme des amis. Donc il y a un ensemble d'éléments qui créent un certain écosystème qui nous amène à être vraiment prudents, à ne pas tout de suite trancher pour dire qu'il ne peut avoir d'alliance. Rien n'est possible. Je ne dis pas non plus qu'il aura forcément une alliance, mais je me dis qu'il faut qu'on ait une analyse plutôt objective. On termine avec Marius. Il faut le dire de façon claire et distincte. La rencontre présente deux aspects. D'abord, un président d'un parti nouvellement élu qui vient rencontrer un chef de l'État en exercice, un président de la République. Et donc, ça se passe de commentaires. C'est la première fois dans notre pays qu'un président d'un parti politique vient avec les têtes dures, je veux dire l'air dur de son parti, pour présenter sa personne d'homme élu à la tête d'un parti à un chef d'État en exercice. De même, cette rencontre révèle un deuxième caractère qui est celui justement des obsèques du président Bédié, qui ne fut pas n'importe qui dans ce pays, qui a été quand même chef d'État, président de l'Assemblée nationale, ministre de l'économie et des finances, ambassadeur. Il a occupé des postes hautement stratégiques au sein de la nation ivoirienne, dans le système politique et économique du pays. Alors si on vous suit bien, ça veut dire qu'il ne faut pas voir la politique, il ne faut pas voir la stratégie. Non, n'oubliez pas que Tidiane Thiam est Akoué, donc fils de Yamoussoukro. Il est issu d'une lignée de roi, de chef. Et donc, à partir du moment où il vient présenter, justement, le décès du deuxième président de son parti, eh bien, cela doit se faire dans les règles de l'art. Pour chez nous, les Akans, on ne le fait pas dans la brutalité, dans la guerre. Et cela, en principe, on devrait voir des bouteilles de gin qu'il présentait au président Ouattara, comme chez nous, ça se fait. On n'est pas à Yamoussoukro, on est au cœur de la République. Là, non, j'arrive. Je termine. Et donc, sur cette base-là, il faut retenir qu'en venant présenter, justement, remarquez que le PDCI s'est refusé d'annoncer la date des obsèques du président Bédié. En présentant l'honneur au chef de l'État de le faire. Mais ils ont donné l'honneur au chef de l'État de l'annoncer. Très bien, merci. Ça tranche avec ce que nous avons l'habitude de voir au niveau politique. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tous les cas, les interprétations sont libres, comme les analyses. Une chose est sûre, la photo est belle de voir le nouveau président du PDCI aller donc rencontrer le chef de l'État en exercice. C'est dire que la démocratie ivoirienne essaie de se construire selon sa particularité. Et ça, c'est une chose notable. Ah, à propos de démocratie ivoirienne, les élections arrivent, hein, vous savez, Christelle, c'est en 2025. Et il y a un parti politique qui a déjà annoncé les couleurs concernant le choix de son candidat. C'est le PPACI de Laurent Gbagbo. Le comité central lui a demandé d'être candidat. Il a pris le temps de réfléchir et il a donné rapidement sa réponse. André, il est absent de la liste électorale, mais il accepte d'être candidat de son parti. Il s'agit du président Laurent Gbagbo. Essayons de regarder un peu, messieurs, l'architecture de cette acceptance, de cette décision, et voir un peu ce qu'on pourrait en tirer, tant en termes de leçons ou en prévision d'événements qui pourraient arriver en fonction de ce choix d'accepter d'aller aux élections. Commençons par vous, Élisée Boloubé, ou vous voulez... Non. Élisée, allons-y. Bon, pour être honnête, il faut dire que j'ai été un peu surpris quand même de la décision du président Laurent Gbagbo. Non, mais pour la raison évidente que vous avez évoquée tout à l'heure. Jusqu'à preuve du contraire, le président Laurent Gbagbo reste exclu de la liste électorale, donc il n'y figure pas. Donc comment est-ce qu'on peut être président de la République si on n'y figure pas? Mais à cette question, j'ai écouté le secrétaire général du PPACI, M. Gervais Jean Tchéidé, qui a tenté de donner une réponse. Il a dit que c'est quelque chose qui va se régler dans un cadre politique. Ils vont solliciter l'ouverture, la reprise du dialogue politique et évidemment, pendant le dialogue politique, ils vont poser vraiment cette problématique. Et comme lui-même le dit, plusieurs situations sont réglées par la voie politique en Côte d'Ivoire. Il espère que celle-là aussi se réglera par la voie politique. Bon, ça reste des espérances, ça reste des souhaits. Maintenant, la réalité dont vous posez la problématique, elle peut être acceptée comme ne peut être acceptée. Si elle n'est pas acceptée, quelle pourrait être l'éventuelle issue? Moi, je crois qu'on risque de tomber encore d'un ensemble de crises. On n'a pas voulu... Pourquoi, Élisée, enfin, je dis, si le dialogue politique peut primer, il n'y aura pas de crise. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop pessimiste? Non, mais quand vous dites le dialogue politique
on permet de poser des problèmes et puis on en discute. Mais les solutions qui en sortent, ou du moins les propositions qui sont faites, peuvent ne peuvent ne pas prendre en compte totalement votre décision et votre volonté, parce que c'est des partis qui sont en face. On vous écoute très C'est ce que je dis. On est d'accord sur la possibilité. Mais en quoi est-ce qu'on pourrait vous êtes revivre, pessimiste, voilà. Sachant comme je vous pose la question, c'est ça, on se Non, pose pas la question. pessimiste, je ne suis pas pessimiste. Il dit au cas où les discussions dans le dialogue, au niveau du dialogue politique, n'aboutissent pas à la remise du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, on risquerait, je dis bien, on risquerait encore d'ouvrir une parenthèse Très de bien, crise. on vous a compris. Voilà, c'est ce que je dis. On vous a compris. Alors, Je vois que vous voulez tout de suite prendre la Le parole. président Laurent Gbagbo, candidat de son parti, est-ce que cela doit faire l'objet même de débat? Je ne le pense pas. Seul Mais là, le nous ne sommes pas comité d'accord avec vous, central... puisqu'il n'est pas sur la liste, j'arrive. donc ça C'est va pour vous poser dire, débat. cela ne doit pas faire de débat au sein de l'opinion publique, étant entendu que seul le parti, donc les instances de décision d'un parti politique, décident de qui doit être le candidat qui portera les couleurs. Mais là où le débat... Maintenant, là où le débat... Partagez-vous la parole. Là où le débat rentre, c'est comme tu l'as dit, je comprends, c'est une activité, c'est une entité privée, donc elle gère ses affaires. Mais là où le débat, parce qu'en réalité, M. Laurent Gbagbo, vous le savez, vous et moi, ne figure pas sur la liste électorale. Donc ne figurant pas sur la liste électorale, ça nous invite, ça nous convoque à rentrer dans le débat. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, si on aboutit à une question de crise aujourd'hui, qui sont les victimes des crises? C'est les populations. Et donc, dès cet instant, ça nous donne la légitimité de réagir. Bien entendu. Évidemment, c'est ce à quoi je voulais venir. Et donc, il faut être tout simplement d'accord avec nous pour dire que, en décidant donc que M. Laurent Gbagbo soit le candidat, le PPACI et ses instances de décision savent à quoi s'en tenir. Mais vous, comment vous jugez cet justement, acte? c'est ce qu'on C'est ça, vous Non, le- mais le sens de la l'acte question. déjà présage donc de la volonté du parti d'aller à la table de discussion. Très bien. Étant entendu que seule, par exemple, une décision du président de la République pourrait naturellement permettre à M. Laurent Gbagbo d'être candidat. Mais si nous nous en tenons aux décisions de justice, Laurent Gbagbo n'est pas candidat et éligible au niveau national. Très bien, on vous a entendu. Vous êtes à côté, vous êtes resté attentif à tout ça. On va connaître vos positions. Là, on est passé dans le jugement. Il n'est pas sur la liste. L'autre est passé pour dire non, son parti l'a choisi. Mais évoluons un peu. Est-ce que le président Gbagbo, même si ce n'était pas 2 mandats constitutionnels, avoir fait 2 mandats, solliciterait un 3e? Est-ce que ça, c'est un questionnement que vous avez? Je ne sais pas qui veut se lancer là-dessus. C'est un questionnement même d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, je vais commencer peut-être par ça, c'est le deuxième aspect même de mon intervention. Aujourd'hui, en quoi est-ce que la candidature de Ouattara, du président Ouattara, serait illégitime si Laurent Gbagbo lui-même, son appareil En politique... faisant référence au 3e ou 4e mandat. Très bien, on y va. Je viens. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? On pouvait estimer gênant que le RHDP, et si on fait le débat encore toujours là-dessus, le RHDP décide encore de porter le Ouattara comme candidat. Ça peut gêner. Mais aujourd'hui, Ce qui reviendra à dire qu'il aura fait 20 ans si d'ordinaire cette candidature aurait été acceptée. d'être balayé, du coup, par le comité central du PPACI qui permet aux gens, aux militants qui souhaitaient du RGP qui souhaitaient que Ouattara soit candidat, qui voulaient faire les débats là-dessus. Aujourd'hui, on lui enlève un débat. Mais même pour revenir au premier aspect, moi j'espère jusque-là que c'est stratégique. Et ça, je me dis, lutter pour que le président Gbagbo soit candidat, cela suppose qu'on va aller à des luttes pour pouvoir le réintégrer, le rajouter sur la liste électorale. Mais là encore, il faut avoir une loi d'amnistie qui n'est pas le fait du président de la République. Les gens font l'amalgame à la Grèce princière. C'est une histoire du Parlement. En ce moment-là, si ça a été obtenu, la CEI maintenant va examiner le rajout sur la liste électorale. Donc c'est un combat qui est quand même difficile. C'est un processus. Mais moi je pense que le PPACI veut profiter en même temps pour ramener la question de la refonte de la liste électorale. Ils ont même dit Ils l'ont souligné d'ailleurs. Et c'est ces éléments-là que moi je pense que de façon stratégique, il veut faire porter ça par la... Donc vous ne croyez pas une candidature frontale du président Laurent Gbagbo? Mais on n'en est même pas là. Non, ça c'est une recommandation du C'est une de vos comité central. possibilités. Vous dites que ça peut faire l'objet d'une stratégie. Oui. Très bien. Permets-toi, Daouda, de réagir parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Bon, moi, je pense que le PPACI est rentré de plein pied dans les livres rouges parce que là, ils sont dans la négociation. Quand ils m'ont dit que la négociation, ce n'est pas la candidature du président Laurent Gbagbo,
ils disent dissolution de la commission électorale indépendante. Mais revenons vraiment sur la candidature. Oui, mais je vais en revenir. Du temps. Oui, mais n'empêche, il est important de perdre du temps pour que les gens comprennent. C'est ça, c'est important. Allez-y, on va parce voir. que là, aujourd'hui, quand ils demandent l'impossible, parce qu'on est à 1 an et demi d'une élection, mais demander toutes ces doléances-là, mais en réalité, c'est pour nous amener à la candidature du président Laurent Gbagbo. C'est qui, techniquement, quand Élisée en parlait tout à l'heure, mais techniquement, et si ça n'aboutit pas on n'est pas sur les SI, on n'est pas là pour déterminer le sexe des anges. Non, ce n'est pas une déléance. Des partis politiques sont dans le rôle de faire en sorte que le pouvoir exécutif prévoit un système qui rend les élections équitables, transparentes. Très bien, donc quand les partis politiques ne perçoivent pas, c'est des combats normaux. Arrêtez-vous là. Comment est-ce que vous réagissez? Arrêtez-vous là. Oui. D'accord. Donc, au-delà, même et on a fini. Hein. Que ce débat soit normal ou pas normal, là, aujourd'hui, disons-le clairement, moi, j'estime pour ma part que le comité central, les militants du PPACI ont porté leur choix sur Laurent Gbagbo. C'est leur choix. Mais aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo, avec tout le parcours, le bagage qu'il a, il aurait pu nous épargner cela. Parce qu'on rentre dans une nouvelle lutte qui, pour moi, n'était pas nécessaire. Parce qu'au lieu de lutter pour donner des propositions concrètes aux Ivoiriens, on va lutter pour que Gbagbo ait son nom sur la liste électorale et on va encore aller aboutir à une autre crise qui, pour moi, n'est pas nécessaire. Pour moi, s'il vous plaît, je vous laisse parler. Pour moi, j'estime que M. Laurent Gbagbo a de grands cadres, comme la manière, comme tu l'as si bien dit, le RHDP a de gros cadres. Il y a des cadres comme Awa Demolio, il y a des cadres comme... Oui, il y a des cadres comme Tchéidé, il y a des gens comme Stéphane Kipré, qui auraient pu prendre le lead et que lui, il allait porter en back-office. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Tout doit se faire aujourd'hui en Afrique autour de Laurent Gbagbo, autour de Alassane Ouattara, malheureusement autour de Bédié, mais lui, il n'est plus. Très bien, merci. En tout cas, les amis, le débat est ouvert. On va en reparler. Une chose est sûre, quelqu'un l'a dit ici même, le PPACI a fait son choix. On attend de savoir ce que cela va donner. Je vous ai arrêté parce que je veux pas entendre cette musique. Je veux juste vous faire entendre, les amis, que notre très cher Faye Emers est revenu dans la course en nous proposant une liste. Et il faut qu'on en parle, même si on a 2-3 minutes. Cela va nous permettre, évidemment, de reparler encore de ce moment fabuleux qu'on a vécu avec ces éléphants. Ils reviennent. Cette liste de Faye Emers, un petit tour de table, Christelle. Rapidement. Elle fait jaser cette liste-là. Comment est-ce que vous la jugez, Daouda, rapidement? Moi, elle ne me fait pas jaser. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand on arrive dans des phases éliminatoires. C'est un match amical. Il faut faire tourner pour faire jouer tout le monde, pour qu'on sache qui peut jouer, qui ne peut pas jouer. J'estime que même s'il y en a qui n'ont pas été appelés à la personne de Sébastien Allaire et de Aurier qui reviennent de blessure, c'est normal. Voilà, il faut faire tourner. C'est juste un match amical. Marius Komoé? Alors, apprécions déjà avec Faye Emers l'entrée de Guela Doué, qui joue au Stade Rennais. Et un Ivoiro-français né à Angers et qui vraiment intègre nouvellement l'équipe nationale. C'est un pion essentiel que nous avons désormais dans nos viseurs. L'axe. En vous écoutant, ça veut dire qu'on est en train de préparer la relève aussi au niveau de Sérédier. Pas de Sérédier. Non, pardon, j'ai dit Sérédier, de Serge Aurier. Et ça, c'est pas mal. Voilà, parce que lui, il joue arrière droit et il est très bon sur ce côté. Excellent. Très excellent. Et je suis très régulièrement ces matchs au niveau du championnat français. Je puis vous dire que c'est un joueur d'avenir. Élisée Boloubé, on note l'absence de Zaha. Réaction? Ben, je Il pense y a toujours cette affaire d'huile dans son riz. Non, moi je pense que Faye Emers est porté par l'ambition de garder un groupe homogène, de garder une certaine cohésion au sein de son effectif. Et donc, on repart avec ceux-là, vraiment, qui nous ont portés et qui aujourd'hui montrent une certaine envie, qui ont montré aux yeux de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde entier, que c'est des joueurs de qualité qui peuvent se surpasser. Et c'est cette dynamique-là. Maintenant, pour ce qui est de Guela Doué, je veux vous rappeler qu'il fait partie des U23. Il a déjà joué avec les U23 du Côte d'Ivoire. Et donc, cette fois-ci, il monte dans l'équipe A. Au regard de ses performances, c'est vraiment un très bon joueur. On espère qu'il pourra... Sinon, quand vous regardez, c'est les mêmes qu'on a retenus. Oui, on est d'accord. Seulement qu'il y a un seul joueur qui rentre, c'est Guela. Écoutons Herman rapidement sur la question. 20 secondes pour Herman. Non, moi, je reviens un peu sur le débat concernant Zaha. Moi, je ne crois pas que Faye ait écarté Zaha. Seulement qu'aujourd'hui, on a quand même quelqu'un qui joue dans le même registre que Zaha, qui nous fait du bien à Dengra. Donc, il faut lui donner beaucoup plus de temps de jeu. On n'envoie pas Zaha pour qu'il soit sur le banc de touche. Donc, je pense qu'à un autre match, effectivement, il va essayer de faire une combinaison
Mais je ne crois pas qu'il ait voulu l'écarter forcément. On doit mettre l'écarter dans son riz cette fois. En gros, si on vous entend tous, cette liste, il n'y a aucune surprise, à part vraiment la belle histoire de notre jeune Doué, qui déjà était dans les U23, comme l'a rappelé Élisée, qui remonte en équipe première avec les champions d'Afrique. C'est une liste conforme à ce que fait donc Faye Emers et ce qu'il a fait durant la Coupe d'Afrique 2023. Est-ce qu'on en parle encore de ce moment? Non, allez. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, nous sommes encore et toujours heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour que nous parlions, nous échangions, nous débattions parfois durement parce que les sujets que nous vous ramenons ici sont des sujets d'intérêt. Et en ce moment, un sujet qu'on ramène dans toutes les églises. Parce qu'à côté d'une petite prière, on émet une chanson. Et très souvent, la chanson est portée par des chantres. Et puis, justement, dans l'église, on se pose des questions. Et le burida y met son mot. Et puis, les pasteurs. Et puis, tout ça. Un de leurs représentants sera avec nous tout à l'heure, Christelle. Et ça va être intéressant de comprendre, justement, pourquoi les pasteurs veulent se prononcer sur cette question des droits d'auteur dans les églises. Exactement. On en parle, mais avant, il y a un sujet quand même très intéressant pour nous, Christelle. Exactement, il s'agit des jeux illicites. Oui. Plusieurs machines ont été détruites et je pense que c'est tout à l'avantage de ceux qui sont dans le business de façon normale, réglementée par l'État de Côte d'Ivoire. Pour mieux comprendre le sujet, regardez. Boisflé, une opération d'envergure a lieu ici ce matin. Plusieurs machines à sous illicites saisies dans le département sont incinérées dans la cour de la préfecture. Initiée par l'autorité de régulation des jeux de hasard, ARJH, cette opération lance véritablement la répression contre les jeux illicites à travers le pays. Une grande première, donc c'est la première initiative donc, de destruction de machines à sous illicites donc, qui ont été démantelées dans le département de Boisflé. Et cette initiative va se poursuivre dans tous les autres départements de la Côte d'Ivoire. Et cela permettra, nous passons donc d'assainir le secteur des jeux. L'exploitation des machines à sous sur support physique est une activité réglementée, donc soumise sous certaines conditions à l'autorisation préalable de l'autorité de régulation. Le non-respect de cette exigence légale est passible de sanctions administratives et pénales. La cérémonie de ce jour est la traduction en acte de notre volonté ferme d'assainir le secteur des jeux de hasard par l'application de la législation en vigueur. Cette opération de destruction des machines à sous illicites saisies, qui se fait ce jour à Boisflé, dans la région de la Marawi, se répétera dans toutes les régions du pays pour débarrasser le secteur des jeux de hasard des opérateurs clandestins. Créée en mai 2020, l'autorité de régulation des jeux de hasard veille notamment au respect des lois et règlements ainsi que des obligations résultant des autorisations ou conventions en vigueur dans le secteur des jeux de hasard, lutte contre la fraude, le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme, règlent les litiges. Élisée Boloubé, comment réagissez-vous justement à cette action pure et dure qu'a prise l'autorité en charge? Oui, mais je pense que c'est normal, hein. C'est normal, c'est une activité illicite. C'est une activité qui va à l'encontre, je dirais, de l'intérêt national dans la mesure où cela empêche l'État de pouvoir engranger des ressources pour pouvoir effectivement investir pour le bien-être des citoyens. Donc c'est normal qu'une activité illicite soit interrompue. Donc c'est une très belle opération et je pense qu'il faut continuer, comme l'a dit M. Cheikh Oumar Diarra, il faut continuer sur tout l'ensemble du territoire pour que définitivement on soit débarrassé de ces machines à sous. Vous vous rappelez, Élisée, on disait ici, quand on parlait justement de la sortie de la LONASI auprès de la presse, ils ont besoin d'engranger beaucoup d'argent pour le compte de l'État. Et il faut reconnaître que ces objectifs ne peuvent pas être atteints s'il y a ces jeux illicites, tous ces lotos et autres machines à sous. Oui, c'est pas faux, André, ce que tu dis. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des casinotiers qui se sont installés en Côte d'Ivoire et ils sont sous licence de la LONASI, qui est le partenaire officiel de ces personnes-là. Et si ces personnes-là qui embauchent des gens, qui payent des impôts, comment on appelle ça, qui créent de l'emploi dans notre société, si ce genre de machine-là est installé de façon illicite et que ces personnes-là se font du sou sans payer un radis à l'État de Côte d'Ivoire, j'avoue que c'est une concurrence déloyale et bravo à la LONASI. Et surtout à l'autorité. Ouais. Et j'espère qu'ils vont continuer dans cette lancée-là de sorte à ce que nos jeunes et notre État soient protégés.
Herman Abou, au-delà de tout ce qui a été dit, comment pensez-vous que l'action de protection, justement, des droits de l'État soit protégée? Moi-même, au-delà de ça, comme tu le dis si bien, mes prédécesseurs ont montré le caractère illicite qui nous fait perdre de l'argent. Mais il y a une question d'éthique quand l'autorité de régulation intervient comme ça, parce que ces jeux, vous savez, ces jeux d'argent, c'est des jeux pour lesquels les enfants souvent sont enfin, il y a une addiction qui est faite. Donc, il faut les protéger. Et puis, quand ce n'est pas réglementé, parce que les machines à sous, quand tu as moins de 18 ans, tu ne peux pas le faire. Or, aussi, dans les endroits et autres, on n'arrive pas à savoir filtrer et que des enfants s'adonnent à ces jeux-là, c'est un danger pour la société. Donc, c'est tout à fait responsable que l'autorité de régulation fasse son travail. Alors, vous attendez quoi, justement? Lui, c'est tout à fait normal. On termine avec vous. Vous vous attendez à quoi de la part de cette autorité? Qu'elle monte en puissance? Qu'elle fasse quoi? Plus de sensibilisation? Le next step pour vous, ça devrait être quoi? Vous qui êtes un consommateur, et vous comprenez bien que plus il y a des jeux illicites, plus les consommateurs sont lésés. Oui, en effet. Une autorité de régulation, quelle qu'elle soit, comme son nom l'indique, autorité de régulation du jeu de hasard, son rôle est bien évidemment d'extirper au sein, d'abord réguler un secteur d'activité, contrôler l'activité, extirper au sein de cette activité les brebis galeuses. Et à la matière, en extirpant justement, en détruisant toutes ces machines qu'on dit à sous illicites, l'autorité de régulation ne fait que jouer son rôle. Et bien évidemment, ce rôle tend à protéger justement le consommateur, qui n'a autre que le joueur, qui est confronté à utiliser des machines à sous qui sont pour la plupart du temps, si on dit c'est illicite, cela veut dire que c'est déréglé, c'est déréglementé. Et donc, naturellement, il faut les extirper aussi dans le système justement des jeux à sous. Eh bien, ces différentes machines qui sont en vérité des tribunes de vol de l'usager. Et donc, nous saluons l'initiative de l'autorité et nous les encourageons à monter, bien entendu, pour employer vos propres termes, en puissance. Très bien, merci les amis pour ces réactions sur l'action et de la RJH et de la LONASI. Il faut protéger les joueurs et il faut leur créer un cadre pour que justement le jeu, comme on l'avait rappelé ici, puisse être contrôlé et ne pas impacter notre jeunesse. Merci pour ces propos. Quand on a dit ça, c'est un gros titre, la divergence sur la perception des droits d'auteur pénètre dans l'Église et cette divergence, on va le dire même, persiste dans l'Église. Qui pour en parler? Un pasteur qui, lui, dit être à la tête de près de 12 000 pasteurs. J'espère que les chiffres sont bons, mais une chose est sûre, il a son mot à dire, il est avec nous ce soir. Exactement, il s'agit donc du pasteur Camille Makosso, pasteur général, c'est ça. Donc, révérend général, je crois. Non, pas révérend général, pasteur. Révérend général. Révérend général, voilà. Alors, sur la scène, la scène, elle est large. On a les pasteurs, on a les chantres et on a le burida. Comment on fait la mise en relation? Qu'est-ce qui se passe concrètement, révérend général, c'est ça? Nous étions simplement assis dans nos différentes activités et puis un document fuité dans lequel nous découvrons que le burida est en train de préparer, on pouvait le dire, le braquage du siècle. C'est-à-dire? Tout à fait, c'est un braquage qu'ils sont en train de préparer, dans lequel ils définissent que de 0 à 50 membres, ils vont payer ceci, de 50 à 100 membres, ils paieront ceci. Et le document est tombé dans nos mains. Lorsque nous les approchons, ils disent non, le document a fuité. Et nous leur posons la question de savoir, il s'agit de quoi? Vous allez entrer dans l'Église pour percevoir des droits d'auteur dans l'Église. Mais nous les avons posé simplement la question, qu'est-ce qu'ils savent de ce qu'on appelle la laïcité ou bien la liberté des cultes? Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle même la notion d'un culte? Donc nous avons après analyse découvert que c'est un petit esprit méchant venu d'un endroit sombre qui est rentré dans le cœur de certains éléments de burida qui ont besoin d'une délivrance et nous avons pris un moment de jeûne pour les aider. Très bien, ça c'est intéressant. Est-ce que tout de suite, avant, on va vous poser toute une série de questions, est-ce que vous reconnaissez ou pas que l'Église, parce qu'avec tous les mots, méchants, tout ça c'est bien, mais est-ce que l'Église fait partie du contrat social? Est-ce que l'Église est soumise à la loi qui régit la République? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? Parce que la loi qui régit la République veut que, là où il y a des créateurs, peu importe là où ils sont, ils doivent être rétribués en fonction de l'exploitation de leurs œuvres. Est-ce que l'Église doit être en marge de la loi? Je vais vous expliquer en fait, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Dans nos églises, nous ne mettons pas les CD des joueurs, des chantres. Ce n'est pas des CD que nous jouons. C'est du live. C'est du live. Les chantres ont volé nos chants.
vous y allez fort quand même. C'est-à-dire quoi, les chantres ont volé vos chants? Nous chantons nos chants à l'église. Des individus qui n'étaient pas des chantres sont entrés dans l'église, ont donné leur vie à Jésus, ont été inspirés par nos chants, ont chanté dans le goût musical, sont sortis, ont produit des œuvres. Nous les avons accompagnés, nous les avons soutenus. Et nous les mobilisons, même nous nous mobilisons lors de les différents concerts. Très bien. Les chantres n'ont jamais demandé au Burida de prendre le soin de faire une mesure pour entrer. Quand on parle de loi, le Burida n'est pas l'État de Côte d'Ivoire. Le Burida est une société mise sous la tutelle du ministère de la Culture. Donc, il faut qu'ils connaissent leur statut. Très bien, très bien. Essayons de... Pasteur Camille Makosso, c'est très bien. Vous dites des choses, mais il faut qu'on rectifie. Le Burida est une émanation de l'État de Côte d'Ivoire. Après, vous pouvez toujours discuter de machin. C'est une émanation de l'État, c'est-à-dire que l'État, ne pouvant pas lui-même gérer les droits des artistes qui parfois font partie des parents pauvres de la création de richesses et de la distribution de richesses, a mis en place le Burida pour que le Burida puisse collecter l'ensemble de cette richesse et les distribuer aux uns et aux autres. André, structure sous tutelle du ministère. Très bien. Ça, une fois qu'on a dit ça, mes autres camarades vont vous poser des questions au regard de tout ce que vous avez dit. Moi, je voulais juste rappeler ça. Herman, pour lancer la première question. Monsieur Makosso, cette action du Burida, est-ce que ce n'est pas une réponse que le Burida donne à certaines préoccupations des chantres eux-mêmes qui estiment que leurs conditions de vie sont un peu plus difficiles? Alors, Herman, on va expliquer un peu, pour poser un peu un point pour qu'ils puissent bien expliquer aux téléspectateurs. Certains estimeraient, par exemple, qu'ils sont dans vos communautés, ils chantent, ils jouent aux instruments, mais ne sont pas rémunérés. Ils ont de la créativité, ils reçoivent des chansons inspirées, ça marche, ça fait un boom, on chante les chansons dans tous les camps, toutes les églises et activités, mais ils ne perçoivent rien. Est-ce qu'au travers de cette mesure, ce point-ci de leur vie sociale réglée pourrait pouvoir être justifié, par exemple? Comment est-ce que vous réagissez? Jusqu'à ce jour, aucun chantre de l'Église protestante évangélique de Côte d'Ivoire a eu à faire une telle déclaration. C'est une invention préparée, orchestrée par les éléments du Burida. Lorsque nous avons questionné nos chantres, ils disent ne pas se reconnaître dans les actions. Mais si vous l'avez foutu la pression, c'est ça aussi. Écoutez, il n'y a pas eu de pression. Écoutez, s'il vous plaît, le chantre qui n'est plus heureux de chanter à l'église, qui sort de l'église pour aller faire autre chose. C'est-à-dire? Ce n'est pas un débat. Nous sommes au niveau de l'église. Je vais prendre le soin de revenir. Lorsque les chants doivent venir chanter à l'église, les chants connus, je dis bien connus. Moi, je me rappelle. Je vous arrête là, vous allez voir. André, puis après, on va savoir quelle est si vous me laissez finir, Ok, allons-y. Les chantres pour venir chanter même dans nos églises. Qu'on connaît Nestor, David et autres. Très bien. Nous payons cher. Ils nous exigent un cachet. Nous, bien sûr. Moi, je me rappelle lorsque j'ai invité Nestor David au niveau de Paris pour venir chanter, c'était 1500 €. Soyons sérieux. Nous payons. Mais il se trouve que dans l'église, nous avons des personnes qui ont un talent, qui ont un don, qui veulent servir Dieu comme le service d'ordre, qui veulent servir Dieu comme les commandos, et qui disent, je veux jouer dans le groupe musical. Ils ne demandent rien, comme ceux qui chantent au niveau de la chorale. C'est un sacerdoce. Ils veulent adorer le Dieu, ils veulent servir le Dieu. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu siège dans la louange. Et c'est notre louange dans laquelle Dieu siège que le Burida veut venir nous braquer. Très bien. Daouda, attendez, ça va venir, tout le monde va pouvoir poser des questions. C'est un sujet très intéressant, mais il faut le structurer. Daouda. J'ai l'impression que M. Makosso se retrouve ici dans une église. Non, M. Makosso, calmez-vous, vous êtes sur un plateau de télévision. Est-ce que vous ne manquez pas un peu de compassion, M. Makosso? Pourquoi est-ce que je dis cela? Calmez-vous, j'en arrive. Je suis très calme, M. Daouda. Oui, mais là, vous êtes en train de très crier, mais je vais expliquer. Non, ce n'est pas de ma faute si je suis toujours convaincu de ce que je dis. Allons-y, Daouda, allons-y droit au but. Tout à l'heure, j'ai vu une grosse voiture, une Range Rover, dans laquelle vous roulez. Tout à fait. Vous avez un costume très stylé, chez un styliste qui a été très bien fait, avec un chapeau très bien doré. Merci. Donc, vous pensez que les chantres doivent crever de faim, pendant que vous, les pasteurs, vous devez vous la couler très douce, dans des berloutis, dans des costumes à 2000 €, qui sortent de la quête. Nous comprenons ici que la politique du Burida est face à l'Église. Très bien. Non pas face aux mosquées. Non pas face à l'Église catholique, dont le Vatican convoquerait le plus rapidement le chef de l'État. Nous constatons désormais que nous sommes la cible. M. Daouda dit quelque chose d'intéressant. Je comprends, il est musulman. Il ne connaît rien des procédures de l'Église.
Chez nous, la Bible nous enseigne que l'ouvrier mérite d'abord un salaire. Très bien. La plupart de nos chants qui chantent à l'église reçoivent quelque chose. Les belles voitures dont vous parlez, c'est la tendance maintenant des pasteurs modernes qui avons compris que nous ne devons plus attendre les dîmes et des offrandes de nos fidèles. Nous sommes entrepreneurs, moi dans le domaine de l'immobilier. Et quelle est votre église? Votre église est située où? Mission évangélique, foi et action. Vous partez au niveau de Port-Boué à Djoufou, première église. Yopougon, Carrefour, Tikenja, deuxième église. Au niveau de Benjaville, troisième église. Mais vous savez, quand vous êtes à la tête d'une organisation aussi sérieuse, comme la Commission protestante évangélique, qui a plus de 10 350 pasteurs, je ne fais pas la promotion de mes églises, parce que je suis à la tête d'une structure. Lorsqu'un président devient président, il ne fait plus la promotion de son parti politique. Donc, il ne faudrait pas que des gens s'asseyent. Non, les pasteurs vivent bien, les chanteurs souffrent. Les chanteurs ne souffrent pas. Ils ne se plaignent de rien. Ils sont même très heureux. Ça, c'est bon. On s'arrête là-dessus. Élisée qui est juste à côté de vous. Oui, on va revenir à vous. Révérend Makosso, moi je pense que, bon, à la suite de Daouda, il faut peut-être qu'on se pose un peu parce que les téléspectateurs veulent comprendre. Vous avez dit tout à l'heure que c'est des petits malins en noir ou noirs qui sont allés inspirer les gens du Burida. Est-ce que vous pouvez expliquer à l'endroit des téléspectateurs c'est quoi en réalité le problème? Ce que ces malins-là ou ce malin-là a inspiré aux gens du Burida et qu'ils veulent vous faire accepter, c'est quoi au juste? Parce que jusque-là, on vous entend parler, mais on ne perçoit pas justement le problème dans le fond. Non, si, le problème est perçu de façon simple. Aucun individu sur le territoire ivoirien ne pourra pénétrer l'enceinte d'une église pour dire « je suis venu percevoir un droit ». Sur le plan juridique, c'est une violation flagrante de la liberté des cultes. Burida sera poursuivi. Très bien. Et le gouvernement qui prend... Non, je reviens maintenant sur le malin. Très bien. Le Burida, et ce sont des êtres humains. Nous avons, ceux qui ont fait fuiter le document, sont des fidèles à nous. Ce sont un groupe de personnes qui se sont assis qui disent « Joe, on va se faire beaucoup d'argent dans cette histoire d'église. » Vous avez les preuves. Non, attendez. Amenez-moi un élément de Burida ici. Allez-y. Amenez-moi un élément. Ils se sont assis, ils se sont dit « On va tenter pour voir. » Parce que les gens ont tendance à croire que les pasteurs de Côte d'Ivoire sont des illettrés. Ils ne connaissent rien. On peut les mettre la pression. Si on vient se présenter avec 2 ou 3 policiers, ils vont pour le se décider. C'était avant. Maintenant, les ordres ont été clairs vis-à-vis de tous les pasteurs. Très bien. Très bien. Attendez, il faut qu'on vous pose une question. J'aimerais avoir une question. Allez-y, Christelle. Makosso, juste pour comprendre, révérend. Vous avez dit les chantres reçoivent quelque chose. Oui. Ils reçoivent quoi? C'est des primes? Ce sont des salaires? Ils reçoivent quoi? Le travail dans l'église. Laissez-moi d'abord, parce qu'il faut connaître d'abord la nomenclature d'une église et les statuts et règlements intérieurs. L'église, tout service au sein de l'église est un service bénévolat. Dans l'esprit de ceux qui ne connaissent rien de l'église, les pasteurs se font beaucoup d'argent. Chers amis, permettez-moi s'il vous plaît de vous inviter à une seule réunion de pasteurs. Vous verrez souvent des pasteurs qui ont des ordonnances de 1500 qui ne peuvent pas payer, qui meurent. Ce sont les pasteurs qui ont lutté et qui ont émergé dans le domaine des activités et autres, comme Mohamed Salogo, que je salue, autres, qui, on peut dire aujourd'hui, qui, par la grâce de Dieu, ont été bénis. Sinon, le reste des pasteurs, pour ceux qui sont quittés ça, c'est la souffrance. C'est un travail d'ingrat que nous faisons. Quand vous avez beaucoup d'argent, cher monsieur, vous ne venez pas à l'église. Vous êtes dans des bons endroits. C'est quand vous perdez tout que vous venez nous emmerder tous les jours pour dire « j'ai fait un rêve, souris m'a poursuivi ». Mais quand tout va bien chez vous, on ne vous voit pas. Et c'est dans ce peu-là que vous venez venir nous braquer aux voleurs. Attendez. Ça, c'est intéressant. J'ai répondu à la question. Les chants, lorsqu'ils viennent, le peu que nous avons, nous partageons. Et encore, je vous le dis, et ça, ce sont des chants qui souvent travaillent dans des moments difficiles. Sinon, le chant qui est un salaire, il finit de chanter, il paye encore pour nous dire merci d'avoir chanté dans la maison de Dieu. Très bien, attendez, vous allez poser la question. Je vais quand même vous resituer le débat. On appelle ça la dîme. Comme on le fait ici avec Christelle et moi. Très bien. Attendez, c'est important. Voici des artistes. Parce qu'il faut revenir, on parle de chantres, mais ce sont des artistes. Vous semblez ne pas encore accepter le rôle du Burida. Les artistes, le Burida prélève on va dire, les cotisations, ou les droits des artistes sur la base du fait qu'ils sont inscrits au Burida. Est-ce que vous savez que vous venez de vous tuer là? Non, je vous dis. Si vous venez de vous tuer. Non, les droits perçus. Parce qu'il vient de commettre une règle. Non, je n'ai pas commis l'erreur. Les gens qui sont à l'église ne sont pas déclarés au Burida. Ils ne connaissent pas le Burida. Vous parlez des chanteurs chrétiens qui font sortir des œuvres et des CD. Les œuvres. Maintenant, vous créez une démarcation. Vous créez une démarcation. Il n'y a pas de démarcation. Les chants, ils se sont enregistrés quand au Burida. Nos chants qui sont de les chorales, à quel moment ils sont enregistrés? Jamais. Permettons, il n'a pas encore parlé, permettons qu'il parle. Ça, c'est très intéressant, cette démarcation. Justement, c'est l'objectif du Burida.
Le burida ne vient pas dans vos églises pour percevoir des droits d'auteur sur la musique qui est jouée au sein de votre église avec justement vos instruments et vos orchestres. Non, il s'agit par exemple de vos rassemblements. Quand vous vous rassemblez dans votre église et que vous jouez des... Ce monsieur est le président des consommateurs. Oui. Donc je vais le délivrer. Monsieur, attendez, ouais. donc je vais l'expliquer parce qu'il dit des choses qu'il ne comprend pas. Non, mais je suis en train... Je n'ai même pas fini. Je ne peux pas lui permettre de finir, il va perdre le temps. Le burida dit, si dans nos églises, on prend la Bible, le livre de psaumes, l'Éternel est mon berger, il doit venir nous encaisser parce que ceux qui ont écrit ce texte sont morts. Diantre! Ça, c'est ce qu'on a entendu Serge Akpatou, qui est le DG, a dit ça. Non, on l'a compris. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, effectivement, il dit comme les auteurs des paroles de la Bible ne sont pas connus, toute exploitation de l'œuvre, évidemment, génère des droits. Et étant donné qu'ils ne sont pas connus, les droits qui sont générés à partir de l'exploitation de ces paroles, ces droits-là vont dans les caisses de l'État, donc dans les caisses du burida. Très bien, ça, on l'a compris. Mais revenons quand même à un sujet très précis. Vous dites, vous faites une démarcation. Sauf que ce que nous disons, vous prenons le cas de Nestor David ou de tout autre chanteur, comme vous dites, chrétien. Nestor David a des chansons. Oui. Vous l'invitez dans votre église pour faire une prestation. Oui. Ce que vous devez savoir, c'est que la prestation de Nestor David a deux modes de rémunération. Vous payez d'abord son cachet en tant qu'artiste que vous avez invité, mais le fait d'avoir exploité son œuvre dans le cadre d'un spectacle au sein de l'église, vous devez payer une redevance au burida. Est-ce qu'on se comprend? Mais jusque-là, on se comprend. On se comprend. L'Église n'a jamais dit non. Mais c'est ça, il faut situer les choses. S'il vous plaît, lorsque nous organisons nos croisades d'évangélisation, très bien. Burida vient nous encaisser. Mais vous jouez la musique, justement. Vous jouez la musique de tout. Oui. Ah, oui. Ça c'est bon pour le paye. Le problème vient du fait que la sorcellerie est rentrée dans le cœur du Burida. Ils disent, ce qu'on chante qui sort de la Bible. Notre livre 5 en lequel ne croit pas. Je ne crois pas que nous... Non, si, il a dit, la vidéo existe. On va l'inviter. Il savait comment le monsieur, est-ce que j'ai pas... Vous savez, un nom, s'il vous plaît, un nom qui ressemble à un fétiche. Il a encaissé les combien? On vous en prie. Retirez quoi? Akpatou, c'est un nom de fétiche? Non, ne dites pas ça. S'il vous plaît. Ok, je retire ma parole, s'il vous plaît. Je m'en excuse, je retire ma parole. Mais Akpatou, le nom Akpatou, il faut qu'Akpatou aille voir les danseurs de fétiche qui jouent les comiens. Lorsqu'il sera capable de les encaisser, nous l'attendons à l'église. Vous avez dit le chant qu'on appelle l'Atobaro. L'Atobaro, c'est un chant brillé. Parlez pas ensemble. Oui, vous savez que c'est un chant brillé, un chant de génération. L'Atobaro. L'Atobaro. Quand les ébriés seront en transe, en train de faire une sortie, nous voulons voir M. Akpatou, directeur adjoint de Burida, qui viendra pour dire arrêtez-moi tout ça. Je suis venu encaisser. Je suis venu encaisser. Si, le attendez, revenons. Si on parle de religion, on parle de tous les choses. Makosso, revenons au cœur du sujet. Attendez, vous regardez dans la maison des autres, qu'ils soient comians ou musulmans, c'est pas ça le sujet d'abord. Le Burida a fait fuiter, ou bien il y a un document qui a fuité. On est pour le moment sur l'église. Après, on va s'occuper des autres. Parce que, soyez sûr, quand l'État encaisse M. Pierre, demain, l'État va encaisser M. Pierre. Attendez. Non. Mais le Burida, c'est l'État. Attendez, non. Les gars, attendez, non. Monsieur Camille Makosso, le Burida agit pour le compte de l'État parce que l'État lui a cédé de gérer les droits des artistes, etc. Non, venez, finissons là-dessus, sinon on ne va pas s'en sortir. La question est simple aujourd'hui. Est-ce que vous reconnaissez que le Burida doit pouvoir gérer les droits de certains artistes, chantres ou pas, qui sont déclarés auprès du Burida pour que le Burida puisse récupérer l'argent auprès de ceux qui exploitent ses œuvres? Et si vous exploitez ses œuvres, le Burida doit vous encaisser ou pas? Nous sommes totalement d'accord que les artistes qui sont déclarés au Burida, on est d'accord. Si les œuvres sont exploitées dans l'église, dans des prestations et autres, nous sommes entièrement d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Information maintenant que nous donnons à tous les pasteurs, désormais, que plus jamais nous ne jouons dans nos églises les chants des artistes. Nous ne sommes pas d'accord, c'est une fatwa que vous lancez. Parlons-en. Vous voulez nous braquer? Non, maintenant on ne va plus jouer. Et on verra comment ils deviendront. Parce qu'ils sont ce qu'ils sont grâce à l'église. C'est nous les premiers supporters. C'est nous qui les avons révélés. C'est nous qui écoutons leur musique. Et on veut nous braquer. Que Dieu pardonne le Burida. Je vous écoute, Madame Christelle, fille de l'église. Moi, je devrais... Non, les gars, ne parlez pas, je vous en prie. plaît. Essayons de bien faire comprendre la situation à nos téléspectateurs.
On gagne un point. Vous dites que vous êtes d'accord que le Burida puisse rentrer s'il y a interprétation de chant. Vous êtes d'accord. Je n'ai pas dit plus entrer. Non, entrer, c'est une façon de dire on peut vous envoyer un courrier, vous encaisser. Mais au moins, vous reconnaissez que le Burida... Nous avons joué la chanson de temps. C'est ça. Oui. Il n'y a pas de problème. Très bien. Là, c'est un point d'accord, d'accord. On est d'accord. Maintenant, le point où je veux en venir, c'est, vous lancez, André l'a dit, une sorte de fatwa. Vous dites, à partir d'aujourd'hui, dans nos églises, ne jouez plus les chansons de ces chantres-là pour ne pas qu'ils reçoivent quelque chose. Donc vous voulez les appauvrir? Il y a d'abord deux tendances. Allez-y. La première tendance, c'est qu'il y a certaines tendances évangéliques qui disent qu'un artiste qui fait sortir CD au nom de Dieu, puis il vend la même là, il est païen. Il y a cette tendance qui couvre. On appelle ça, s'il vous plaît, laissez-moi finir. On appelle ça la tendance traditionnelle. C'est nous qui nous sommes battus. Parce que les chrétiens, même pour payer un CD, c'est compliqué. C'est nous qui nous sommes battus pour dire, les frères, quand il y a un concert, par exemple, de Nestor David, de K.S. Bloom et autres, les gars, s'il vous plaît, nous devons montrer aux païens que nous aussi, on existe. Allons faire le paquet. Ils sont heureux. Le Burida est en train de mettre en conflit ces fils de l'Église contre les pères de l'Église. Et c'est eux qui vont perdre. Nous, on n'a rien à perdre puisque nous avons déjà nos orchestres. Vous répondez à la question. Pourquoi vous lancez la fatwa? Je lance la fatwa parce que tout simplement, ça sera la porte ouverte. Si les chantres, dans les 48 heures, ne se prononcent pas officiellement, s'ils nous disent, révérend, on souhaiterait vous rencontrer, on les rencontre. Papa, voici le problème qu'on vit. On est ouvert, mais on ne peut pas prendre le soin de pouvoir demander à une structure d'entrer, de pénétrer un lieu qui est considéré comme une franchise pour venir encaisser dans la maison du Seigneur. Oui. Mais Jude est mort. Attendez. Daouda, vous aviez une réaction par rapport à tout ce qu'on a entendu et après on va vous relancer. Oui, moi en fait, je suis un peu choqué quand j'entends M. Makosso parler de la sorte en lançant une fatwa vers les artistes aujourd'hui qui ne réclament que leur droit le plus normal. Ils ne sont pas venus te voir pour réclamer. S'il vous plaît, M. Makosso, s'il vous plaît, vous n'êtes pas seul. Voilà. Ce que je veux juste dire ici, c'est que techniquement, cette chanson, quand ils sortent ces CD, ils sortent cette musique, mais ce n'est pas seulement que les chrétiens qui écoutent. Mon nom a été écrit là-haut, là-bas. Moi, je suis musulman, mais j'aime bien cette chanson. Qui a chanté ça? Je ne sais pas. Parce que je ne suis pas musulman, vous l'avez si bien dit. On doit lui verser ses droits, parce qu'on doit lui verser ses droits. C'est exploité par tout le monde. La chanson qu'on a créée dans l'église. C'est vous qui l'avez créée. Mais c'est nous qui l'avons. Vous ne l'avez pas déclarée. Nous l'avons créée. Sans la déclarer. Nos fils l'ont pris. Nous sommes fiers de voir qu'ils font la promotion de ce que nous avons créé. Nous disons quelque chose et nous nous entendons bien, mais vous faites exprès. Le Burida a dit les choses. Qu'est-ce qui a choqué les pasteurs? Mais c'est monsieur, comment il s'appelle, Akpatou. Serge, DGA du Burida. C'est une personnalité de ce pays. Chez nous, ça ne veut rien dire. Ok, mais vous êtes dans la République. Non, chez nous, ça ne veut rien dire. C'est pour les artistes, ça veut dire quelque chose. Le Burida, le ministère de la Culture, nous là, c'est le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Laissez-moi finir. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? En procédure administrative, il y a un ministre de la Culture. Il y a un ministre de l'Intérieur. Il y a un ministre des Cultes, ouais, c'est le ministre de l'Intérieur. Il faut une rencontre. On appelle la direction générale des cultes qui convoque les fédérations officiellement déclarées. Et nous avons une rencontre, un échange. On échange, on discute, on leur explique le fonctionnement du culte. Juste pour que vous donniez un peu d'argent à vos frères. Sinon, nos frères, on leur donne de l'argent. Ils ne t'ont pas dit qu'ils souffrent. Ils ne sont pas venus te voir pour dire qu'ils souffrent. Ils sont heureux. Mais si, ils ont vu le Burida. Qui? Citez-moi les noms. Mais vous n'arrivez même pas à citer leur nom. Excusez-moi, Eman, pardon. Vous nous dites que des gens pleurent. C'est vous qui devez me dire qu'ils pleurent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nos chants ne pleurent pas, ils sont bénis, ils sont très heureux. Attendez, on calme le jeu. Herman, parce qu'Herman demande la parole. Élisée qui ne veut pas trop se mouiller, je pense. Mais bon, moi, j'en devais la mettre depuis, c'est vous qui m'avez ostracisé. Non, moi, je vous regarde. Il s'appelle comment? Élisée. Il ira au paradis sans passer par la mort. Ok. Herman. Et on termine avec Élisée. Lorsqu'il intervenait, Makosso a dit une chose, moi je pense qu'il faudrait qu'il rectifie ça. Oui. Les chantres, il y a aussi des chantres dans l'Église catholique. Donc quand on parle des œuvres, ces artistes chrétiens qui sont même dans l'Église catholique ou bien évangélique sont tous concernés. On n'a pas fait une loi, le Burida n'a pas pris une disposition pour les chantres des églises évangéliques. Il faut qu'on fasse ça. Et puis, à l'Église catholique, je ne crois pas qu'il faut... On a là, c'est le catholique qui parle. On a ce temps-là. Nos pères
Herman Matinal. Laissez-moi finir. Herman Matinal. Laissez-moi finir. Non, ça, c'était C'est bien que C'est une autre c'est vie, une autre vie. alors. J'espère que vous avez Tu sais de la quoi je parle à la mémoire. cathédrale matinale. Non, Finissons. je dis, En revenant, pour Posez la pour question. poser une question Et on factuelle. termine. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dérange dans cette mesure-là, de sorte que ça soit seulement les pasteurs de l'Église et des églises évangéliques aujourd'hui qui se fassent plaignent, tout n'est-ce ce pas, boucan. qui fassent tout ce Très Non, bien. non, non, il y a la déclaration des catholiques. Non, non, non. Ça, il faut rectifier. Mais Il y a la déclaration des catholiques qui se sont plaints aussi Non, dessus. parlez pas Non, non, faut de rectifier. Non, non, non. Non, mais faut rectifier, Non, c'est pas vrai. je rectifie, je lui dis ça. Non, non, non. Non, pas je vais vrai. préciser un truc à Élysée. Oui. Pas vrai. Quand il parle de l'Église, moi, depuis là, tout le monde, c'est un Non, débat, non, tout le monde peut allez-y, on n'a intervenir pas beaucoup là-dessus. de temps. Tout le monde peut intervenir là-dessus. Mais il se trouve que ce sont les pasteurs de l'Église évangélique. Qui Il font n'y a pas tout le un seul boucan. Très pasteur bien, on y de va. l'Église catholique qui Parce que intervient là-dessus. Laissons Mais je vais te montrer la déclaration. C'est S'il vous plaît, officiellement. Oui. Allez-y. Mais nous nous sentons visés parce que l'Église catholique est une institution. L'Église catholique est comme un État dans un État, sauf qu'ils n'ont pas une armée et une monnaie. Ils sont régis. Si. Non, on ne va pas aller là parce qu'on a fini là. Allons-y. Je vais vous couper la Continuez, parole à un certain continuez, moment. continuez. C'est pour dire que Ok. c'est nous qui nous sentons visés. Les églises de 0 à 50 membres, c'est nous. C'est l'Église évangélique qui est visée. Et c'est pour cela que nous nous défendons face à une agression. Élisée, Élisée Attends, Élisée, vous vouliez apporter nous la précision sur le fait que ce n'est pas seulement la réaction des pasteurs, il y a aussi... Oui, l'Église catholique, justement, est montée au créneau aussi pour interpeller le Burida, pour avoir plus d'explications. Parce qu'elle estimait qu'elle ne comprenait pas cette mesure qui était prise. Je vous arrête là. Chers amis révérends, nous allons recevoir ici même quelqu'un du Burida pour nous expliquer le sens de cette mesure. Ça provoque beaucoup de passion, c'est bien, mais il serait bon qu'on entende officiellement le Burida, que le Burida réponde à nos questions comme nous avons tenté de vous les poser. Et j'espère, Christelle, qu'à ce moment-là, on vous aura ensemble pour que nous ouvrions le débat. J'ai Il y a une hâte. chose est claire, on va entendre les différentes parties C'est ça. et on fera le débat ici, même si vous le voulez bien, Et pour bien permettre sûr. à chacun de donner son Bien sûr, point de vue. il faut bien que la population ivoirienne et ceux qui nous regardent de l'extérieur puissent comprendre ce qui se passe au niveau donc, de ces trois acteurs, chantre, Burida, église, pasteur, on va dire. Église. Église, on va dire au total. Merci, On révérend. n'a pas cité les mosquées. Pourtant, ils sont pas battus sur Non, les ça religions. viendra. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des chanteurs aussi qui chantent, pardon, non, s'il vous plaît. On sait, non, mais nous, on peut le dire, on peut donner l'information. Il y a des chanteurs qui sont déclarés au Burida, qui chantent le nom d'Allah, Bien qui sûr. sont des chanteurs qui font de très belles chansons. C'est vrai qu'ils n'ont pas la même puissance dans l'espace public que les chrétiens, mais ils existent. Et je pense que le Burida ne va pas juste Va s'attaquer à une l'encaisser église. dans les mosquées. Non, Bravo. non. Mais là, bien On sûr, recevra quelqu'un on en du reparlera. Burida. Bravo, Burida. On en reparlera. En tout cas, révérend général Makosso, merci d'être venu. On a essayé autant que faire se peut de comprendre ce qui se passe. Hein. L'acte 2 sera donc avec le représentant André Duburida et vous-même et notre plateau et on essaiera donc d'avancer sur la question. Merci d'être venu. C'est moi. Élisée Bonloubeux, merci. Herman, Daouda, Marius, Merci André. Christelle. Merci Bonsoir, André. merci On à se tous. retrouve donc demain pour une autre émission et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.